Bonjour et bienvenue à toutes et tous à cette dernière webconférence de Mars Bleu, co-organisée avec mon réseau cancer colorectal. Et nous sommes extrêmement heureux aujourd'hui d'être avec vous et de traiter ce sujet qui nous tenait beaucoup à cœur, parce que c'est un sujet qui touche de nombreux patients et patientes dans leur quotidien, la stomie. Alors aujourd'hui, on va avoir le plaisir d'être accompagné du docteur Benaïm. Bonjour docteur Benaïm. Donc vous êtes chirurgien digestif à Gustave Roussy et vous êtes cancérologue. Bonsoir. Bonsoir, Bienvenue. oui. Et nous serons également accompagnés de Élodie Labedade. Vous êtes donc infirmière spécialisée dans l'accompagnement des soins de stomie, stomathérapeute. Donc c'est un nouveau terme. Vous allez nous expliquer exactement et même compléter un peu mes explications. Et vous êtes à l'Institut Curie. Bonsoir. Bonsoir. Et nous finirons enfin avec Cyril. Donc Cyril, toi tu es co-responsable du réseau de mon réseau cancer colorectal. Donc tu es bien connu parce que ça fait déjà la deuxième webconférence de Mars Bleu cette année que tu fais avec nous. Et donc tu vas notamment nous parler d'un projet qui est d'une série, qui n'est même plus un projet, ça y est, c'est concrétisé, que mon réseau cancer colorectal lance demain. Donc on vous invitera tous à participer à ce lancement. On vous en dira un peu plus à la fin avec Cyril. Laure, je te laisse la parole. Bonsoir, écoutez, moi je suis ravie aussi de vous retrouver pour cette dernière conférence Mars Bleu pour finalement rappeler une chose que j'ai découverte récemment, c'est que 70% des stomies sont liées à des cancers et que sur nos réseaux, mon réseau cancer colorectal mais aussi mon réseau cancer gynéco et dans une moindre mesure sur mon réseau cancer du sein, on a des patients, des patientes qui sont concernés par ces stomies. Et en fait, avant la stomie, il y a une chirurgie. Et donc ce soir, on va pouvoir mieux comprendre finalement quand est-ce qu'on a besoin d'une stomie. Et donc je vais tout de suite laisser la parole au docteur Benaïm. Et puis après, donc Élodie Labedade va pouvoir nous expliquer comment on accompagne les personnes, parce que c'est pas facile du tout au départ en tout cas. Et donc avec vos éclairages, on espère mieux vous informer et répondre à beaucoup de questions du quotidien des patients. Donc, je vous laisse la parole, docteur Benaïm, et merci d'être là ce soir. Bonsoir à tous et je vous remercie beaucoup pour l'invitation. C'est effectivement un sujet important et difficile parfois à aborder en consultation avec les patients pour qui c'est éventuellement un changement drastique de vie. Et on va voir un petit peu quels sont les critères et les raisons pour lesquelles on est parfois obligé de réaliser une stomie. Et un petit peu quelle est la vie qu'on peut avoir avec ou sans d'ailleurs en fonction. On peut peut-être mettre les slides. Alors moi je suis chirurgien donc digestif cancérologue à l'Institut Gustave Roussy. Je travaille essentiellement en chirurgie colorectale, pas uniquement mais beaucoup. Une grosse majorité de mon activité concerne les cancers du côlon et les cancers du rectum, qui sont le sujet aujourd'hui, puisqu'ils sont grands pourvoyeurs de stomie. En pratique, quand on retire une partie de l'intestin, on ne peut pas toujours rétablir la continuité digestive. L'intestin, c'est assez simple à comprendre, c'est un grand tuyau. Et en fonction de ce qu'on sectionne, eh bien, on va pouvoir rétablir le circuit ou pas. Il y a des stomies qui sont définitives. Pourquoi ? Parce que dans certains cas, la continuité est interrompue. Je vous ai mis quelques exemples ici. Par exemple, sur le premier schéma de gauche, on a enlevé toute la partie gauche du côlon, puisqu'on a le côlon droit qui est la partie ascendante, le côlon transverse et le côlon descendant. Et là, on a enlevé toute la partie du côlon gauche ainsi que le rectum. Et donc, le côlon, nécessairement, sa bouche directement à la peau, il n'y a plus de circuit d'aval. Cette opération peut être réalisée au niveau du côlon gauche, mais on peut éventuellement étendre parfois la résection au côlon transverse, voire même faire des colectomies totales. Il n'y a plus de côlon du tout, coloproctectomie, on enlève et le côlon et le rectum dans certaines pathologies.
S'il n'y a plus de circuit d'aval, on peut naturellement plus rétablir le circuit. Ces stomies sont définitives. Certaines stomies sont temporaires, pour plusieurs raisons. Parfois, on ne peut pas rétablir tout de suite le circuit parce que les sutures sont trop fragiles, et notamment quand on fait des chirurgies d'urgence pour péritonite, des chirurgies pour abcès ou des chirurgies pour un intestin qui n'est plus vascularisé, un intestin qui est ischémique et qui est malade. Il y a aussi le cas des maladies inflammatoires dans lesquelles on peut faire des chirurgies en urgence. Et puis, au-delà de l'indication de la chirurgie elle-même, il y a le patient qui peut être trop fragile au moment où on l'opère. Et par exemple, il peut atteindre un diabète sévère qui est mal équilibré, il peut être très dénutri, parfois avoir un âge avancé. Et dans tous ces contextes-là, schématiquement, si on fait des sutures, en fait, elles ne vont pas tenir. Et ces sutures qui ne tiennent pas vont donner un risque de péritonite. Dans ces cas-là, lorsqu'il y a par exemple ici une tumeur, on enlève la partie d'intestin qui est concernée par la tumeur et on va avoir une stomie, mais en aval, il existe encore du tube digestif pour pouvoir rétablir la continuité. Ces deux segments, comme on le voit sur le schéma, sont assez loin l'un de l'autre. Ces deux segments digestifs, pour recréer la connexion, il va falloir une autre opération pour rétablir le circuit une fois que l'infection sera guérie. Cette opération, je vous l'ai mise là, elle s'appelle l'opération de Hartmann, mais parce que c'est le nom des chirurgiens qui avaient inventé ces opérations il y a très très longtemps. Et donc ça, c'est des opérations qu'on peut être mené à faire en cas d'urgence, par exemple. Et dans ces cas-là, on fait 2 opérations pour pouvoir rétablir. La deuxième opération est exclusivement dédiée au fait de rétablir le circuit. Dans d'autres cas, on peut carrément, de façon plus simple, mettre les 2 extrémités côte à côte dans le même orifice de stomie. Ça, c'est plus simple parce que quand on peut faire ces opérations-là et donc garder un segment suffisamment long des 2 côtés, quelle que soit l'opération qu'on choisit, là je vous donne des exemples de dessin, quand c'est possible en tout cas, ce qu'on voit, c'est que les segments sont proches l'un de l'autre et donc l'opération pour rétablir le circuit sera simple. On n'a pas besoin de faire une réintervention compliquée. On va simplement aborder autour des 2 extrémités de stomie, les libérer et faire une suture simple entre les 2 extrémités intestinales qui sont tout près. Et donc, on n'a pas besoin de faire une grosse opération dans ce cas-là. On peut aussi, dans certains cas, rétablir la continuité, mais dans ces cas-là, parfois, les sutures sont fragiles. Et elles peuvent être à risque, à nouveau, de ne pas tenir. Et dans ces cas-là, c'est pas qu'on interrompt le circuit, mais c'est qu'on va faire une dérivation d'amont. Une dérivation d'amont, ça ressemble à quoi? Alors là, c'est un vieux dessin que j'ai trouvé sur Internet, mais qui est assez explicatif. C'est-à-dire qu'on va faire la suture. Là, ici, c'est un patient à qui on a réséqué le rectum. La suture est réalisée en bas et donc toute la continuité digestive est respectée. Ce qu'on sait, c'est que ces sutures sont fragiles et elles vont être à risque de fistule, c'est-à-dire à risque de non-étanchéité et de fuir, dans 15 à 18% des cas, ce qui est considérable. C'est considérable pourquoi? Parce que souvent, ces chirurgies du rectum, les tissus eux-mêmes cicatrisent mal les uns avec les autres, mais souvent, ces chirurgies sont faites après radiothérapie, après chimiothérapie, et donc sont à risque de ne pas tenir. Ce qu'on va faire dans ces cas-là, c'est qu'on va faire une dérivation qu'on appelle d'amont, afin que les selles, la continuité digestive est interrompue artificiellement et temporairement, pour que le liquide digestif ne passe pas au travers de cette suture. Cette suture est protégée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de matière fécale qui va passer au travers de la suture pendant quelques semaines. Et une fois que c'est bien solide, cette suture-là étant concernée par le cancer, cette suture-là ayant subi l'irradiation, on va pouvoir rétablir le circuit. Cette fermeture à nouveau, comme on l'a vu tout à l'heure, les 2 extrémités intestinales sont proches l'un de l'autre. Elles vont être fermées de façon simple. Et c'est de l'intestin grêle, les sutures sur ce tissu d'intestin grêle, en général, tiennent assez bien et elles ne sont pas, ou très peu, à risque d'avoir un souci de complication quand on fait un rétablissement de la continuité sur ce type de tissu. Justement, dans ces sutures, comme on vient de le voir, c'est souvent les cancers du rectum et donc on rétablit le circuit une fois qu'on a vérifié avec un scanner que tout le circuit va bien. C'est
Ce scanner nous permet de vérifier, bien sûr, la continuité digestive. On va opacifier le tube digestif avec un produit pour voir et vérifier que ça tient bien. En moyenne, ces stomies restent en place pendant 5 semaines à 2-3 mois en fonction des considérations. Le minimum officiel étant 5 semaines, les recommandations sont un peu en train de changer, un peu en train de se modifier, mais globalement, il faut compter entre 5 semaines et 3 mois avec une stomie dans ce type de contexte. Alors même si c'est difficile à accepter une stomie, on vit quand même le plus souvent normalement avec une stomie. Et donc, il faut savoir quand même que quand on a une stomie, on peut tout à fait faire du sport à condition d'avoir des poches adaptées. Et donc, vous aurez des descriptions plus précises ultérieurement, mais en tout cas, il faut savoir qu'on n'est pas restreint dans ses activités physiques et on peut faire du sport avec une stomie. On peut même nager, prendre la douche avec une stomie et ça pose pas de soucis particuliers. Alors, il y a évidemment des contraintes, hein, et on peut également voyager. J'ai trouvé facilement ces photos sur internet, mais en tout cas, il faut comprendre que c'est pas la vie ne s'interrompt pas et ne se termine pas pour la stomie. Passer l'information qui est en général un choc psychologique qui est facile à appréhender et à comprendre, il faut quand même savoir que la vie peut être normale avec une stomie. Et puis, il faut même surtout savoir qu'on vit parfois mieux avec une stomie qu'avec une chirurgie compliquée du rectum. Et c'est ça qui est difficile de temps en temps à accepter, parce qu'en fait, quand on enlève le rectum, on enlève un réservoir rectal, qui est un réservoir pour les matières fécales, mais on enlève aussi les nerfs de la région pelvienne. Et quand on enlève les nerfs, puisque ces nerfs sont connectés au rectum, on conserve une partie des nerfs. Mais les nerfs qui ont été retirés, ils sont associés à ce rectum et ils ne vont pas repousser cette partie-là. Et donc, dans ces cas-là, il va y avoir des inconvénients qui vont être plus ou moins importants selon le type de chirurgie réalisée et plus ou moins importants selon le patient et son âge. Et c'est ça qui est difficile à comprendre et qui va être difficile à anticiper, c'est que d'une personne à l'autre, pour la même opération, les résultats vont être très différents. Qu'est-ce qui peut se passer? On va avoir ce qui s'appelle un syndrome de résection antérieure du rectum. Pour le faire simple, en résumé, on va avoir parfois des impériosités. C'est-à-dire qu'on va avoir envie d'aller aux toilettes, mais au lieu de pouvoir se retenir, la moyenne pour que ce soit confortable, c'est une quinzaine de minutes, là, on ne va pas pouvoir se retenir. Et là, ça crée des choses qui sont assez désagréables, puisque là, avec une stomie, eh bien, les matières vont directement dans le poche de stomie. Eh bien, quand on n'a pas de stomie, mais qu'on a des résultats qui ne sont pas bons d'une opération, eh bien, il va falloir aller courir aux toilettes pour pouvoir évacuer et se soulager, ce qui n'est pas toujours facile dans certains contextes. Quand on fait ses courses au supermarché, on n'a pas toujours à portée de main des toilettes. On peut même avoir des incontinences, à l'extrême. De temps en temps, on ne ressent pas l'envie d'aller aux toilettes. Et donc, malheureusement, il y a des personnes qui sont incontinentes. Et donc, en fonction de ça, on essaye de faire des chirurgies les plus précises possibles. Alors, il semblerait, moi je suis chirurgien robotique, il semblerait que les chirurgies robotiques améliorent les résultats fonctionnels. Je dis il semblerait parce que ça n'est pas prouvé par les études actuellement. Il y a des études rétrospectives qui montrent qu'on tend à avoir des meilleurs résultats parce que la dissection est plus précise et plus facile qu'en cœlioscopie. Néanmoins, ça n'est pas un miracle. Ça permet de faire beaucoup de choses sur d'autres sujets et d'accéder à des chirurgies plus simples. Mais en tout cas, sur les résultats fonctionnels aujourd'hui, ce n'est pas complètement prouvé. Au-delà des résultats fonctionnels rectaux, il peut y avoir aussi des dysfonctions urinaires après ce type d'opération. Tout ça pour dire en tout cas que lorsqu'on est obligé d'enlever tout ou partie du rectum et que les résultats fonctionnels ne sont pas bons, de temps en temps, on peut avoir à remettre une stomie, non pas pour des raisons chirurgicales ou des raisons de continuité, mais parce que les résultats sont trop mauvais et les patients sont trop inconfortables. Et il vaut mieux avoir parfois une stomie qui est propre que des résultats catastrophiques et avoir porté des protections, voilà. Et donc, il faut trouver la balance bénéfice-risque, qui est une balance à trouver avec le chirurgien qui parfois n'a pas le choix. S'il n'y a plus de circuit, il n'y a aucun système dérivatif. Il faut mettre une stomie s'il n'y a plus de circuit d'aval. Parfois, il n'y a pas le choix du tout. Et quand les stomies sont temporaires, il faut que les résultats fonctionnels soient corrects. On referme la stomie 1 à 2 mois, à 3 mois après l'opération.
et on voit les résultats fonctionnels ensemble et on les évalue avec le chirurgien et le patient et la stomathérapeute qui va être aussi très impliquée dans la suite des traitements pour pouvoir justement décider des petits gestes et des petites aides qu'on pourra avoir pour améliorer la situation. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que malheureusement, la stomie, ce n'est pas le choix du chirurgien, parce que parfois j'ai des patients qui viennent me voir en disant « moi, je n'en veux pas ». Et malheureusement, le chirurgien ne choisit pas directement si on va faire une stomie ou pas, c'est les contextes anatomiques et puis le contexte du patient qui va imposer ou pas le fait de faire ou pas, et c'est pour la sécurité de temps en temps impératif. Cette stomie est parfois définitive, et parfois, il vaut mieux une stomie définitive que de très très mauvais résultats d'une chirurgie complexe. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore de questions qui ont été posées dans le fil, enfin dans l'onglet dédié. Mais moi, j'en ai une première, c'est finalement, est-ce que quand on rentre au bloc, on sait d'avance si on va avoir une stomie ou pas? C'est-à-dire, est-ce que dans la majorité du cas, on a pu se préparer, vous avez pu nous expliquer ce que c'était, ou il peut arriver qu'il y ait des situations où, au détour de la chirurgie, on se rend compte qu'on a besoin d'une, et un peu quelle est la proportion de ces cas, entre guillemets, où c'était peut-être pas prévu avant de s'endormir? C'est extrêmement rare de ne pas le savoir. Dans la plupart des cas, ce sont des chirurgies, donc comme on l'a compris, pour cancer du rectum, et donc ça, en général, on le sait et on l'évalue avant. Quand ce sont des chirurgies en urgence, avec l'expérience, on sait à quel moment, en fonction de la sévérité de la péritonite, on va pouvoir ou pas pouvoir rétablir le circuit. Il est vrai que quand il y a des péritonites et qu'on n'en connaît pas la cause parfaitement, on peut de temps en temps dire au patient « je ne sais pas si je vais avoir besoin de le faire ». Je dirais que ça représente moins de 5% des chirurgies. C'est assez rare, mais de temps en temps, on peut avoir soit on ne sait pas exactement ce qui va se passer, ce sur quoi on va tomber, ou l'état de l'intestin dans lequel que l'on va observer, ou alors inversement, on a des bonnes nouvelles, de temps en temps, finalement, les circonstances sont meilleures que ce qu'on pensait. Et puis de temps en temps, il y a des complications chirurgicales. Alors ça, aujourd'hui, on a des très bons scanners, des bonnes IRM, etc. Mais il peut y avoir de temps en temps des complications chirurgicales, soit techniques, soit parce que les tissus sont abîmés, qui font que, très exceptionnellement, on est obligé. Mais vraiment, je dirais qu'en cas de péritonite, c'est moins de 5% des cas. Et puis vraiment, complètement par hasard, c'est très, très exceptionnel. C'est jamais... le corps humain n'étant pas une machine, ce n'est pas impossible, mais c'est très exceptionnel. Merci beaucoup, Dr Benaïm. Alors, on a Colette qui a posé une question. Alors, Colette, elle a lancé une grande enquête sur cancer et sexualité, en commençant notamment par mon réseau cancer colorectal. Et elle demande si les chirurgies et la pose de stomie peuvent avoir un impact sur la sexualité, justement. Alors, c'est très mal évalué, surtout dans le cancer, parce qu'il y a beaucoup de causes psychologiques aux troubles sexuels qui sont secondaires à la prise en charge. D'abord, il faut savoir que dans les cancers du rectum, la plupart des patients ont de la radiothérapie. La radiothérapie, ça fait beaucoup aussi des douleurs lors de la pénétration chez les femmes. Et donc, est-ce que c'est lié à la stomie ou est-ce que c'est lié au fait que les rapports peuvent être douloureux? On ne le sait pas bien. Il y a par ailleurs des dépressions qui suivent les traitements, qui sont immédiates ou retardées, parce que souvent, on tolère assez bien les traitements et puis après, on lâche un petit peu le fait d'avoir été très pris en charge médicalement. Soudainement, on se retrouve un peu... Parfois, on a le sentiment de se retrouver un petit peu tout seul. Et il y a des patients qui ont très, très bien tenu tout et qui finalement ont une grosse fatigue qui apparaît un petit peu retardée, mais qui peut durer un petit peu de temps et pour laquelle il faut être encadré. Chez les hommes, ce type de chirurgie s'accompagne de dysfonctions. Parfois, pas pour tout le monde, mais de dysfonction érectile également. Et donc, de temps en temps, c'est un petit peu compliqué. Il y a la partie technique et la partie psychologique. Avec une stomie, ce qui est sûr, c'est que, par exemple, les patients jeunes qui ne sont pas opérés pour cancer, qui sont opérés pour des maladies inflammatoires ou des choses comme ça, arrivent à avoir des rapports sans aucun souci.
Et effectivement, mais effectivement, il y a forcément un impact, mais il y a beaucoup de tabous et donc c'est pas très bien évalué. Et même si C'est l'occasion du coup de peut-être vous faire connaître aussi. Il y a encore quelques semaines pour participer à cette fameuse enquête qui a été co-construite par Colette et Cyril, qui sont les responsables de mon réseau cancer colorectal, avec justement l'idée de demander aux personnes sans tabou un petit peu les différents types de traitements, comment ça se passait avant, comment ça se passe aujourd'hui, l'impact de ces traitements. Et on espère partager avec vous tous, soignants, mais aussi patients et proches, les résultats de cette enquête au printemps, enfin de cette étude, de façon à participer à faire bouger les lignes, en fait, un petit peu mieux comprendre ce qui se passe et mieux accompagner les patients, parce qu'il y a globalement, on ressent sur nos réseaux un besoin d'un accompagnement important. Il y a une question aussi, donc justement d'une personne, Annabelle, qui décrit avoir finalement choisi une stomie définitive parce qu'elle était trop inconfortable, mais qui dit que visiblement, on peut avoir par ailleurs ou lié à ces traitements aussi des soucis un peu au niveau urinaire. Est-ce que ça aussi, c'est une évaluation globale en fonction de l'ensemble des traitements qui ont été faits, parce que finalement, ces soucis de continence en général, c'est quand même compliqué à vivre. Est-ce qu'il y a une évaluation globale, en fait, aussi qui est faite? Est-ce que parfois, il faut aussi une stomie urinaire dans certaines maladies ou... Alors, dans ce contexte-là, les stomies urinaires, c'est vraiment dédié au cancer de la vessie dans la plupart du temps. Il y a de la rééducation pour les dysfonctions urinaires. Elles sont relativement peu fréquentes dans les cancers du rectum, environ, on va dire, 20-30% initialement, mais ça récupère en général assez bien. Donc, c'est rarement définitif. Mais ça dépend évidemment de la sévérité du traitement et du contexte. Il y a des patients qui avaient des très grosses tumeurs, des très gros traitements par radiothérapie. Et donc, tout ça c'est vraiment du cas par cas à évaluer. Après, il peut y avoir d'autres raisons pour avoir des dysfonctions urinaires. On peut avoir des prolapsus qui étaient préexistants à la chirurgie, mais qui s'aggravent parce qu'on a opéré ou des choses comme ça. Donc, il y a d'autres raisons d'avoir des incontinences urinaires qui doivent être explorées. Nous, on travaille en collaboration avec les urologues étroitement, qui font, dans les cas qui sont relativement rares d'incontinence urinaire définitive, qui font des évaluations pour essayer d'améliorer les choses. Il y a plusieurs astuces techniques. Ça peut aller de la rééducation à l'opération. Il y a des opérations aussi pour les incontinences urinaires, ça s'opère. Mais ça nécessite une prise en charge urologique et souvent, c'est une coordination avec le chirurgien digestif. C'est des équipes, on travaille ensemble. Alors, j'ai encore une question pour finalement que vous nous expliquiez un petit peu plus ce que c'est. Finalement, quelle est la proportion de situations où il peut y avoir un risque de fistule? Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça veut dire fistule? Est-ce qu'elles peuvent être différentes, par exemple, pour les hommes et pour les femmes, en fonction justement de leurs différents organes? Et comment ça se soigne? Là, on a l'exemple d'une personne qui est concernée par une femme qui est concernée par donc une fistule recto-vaginale et qui va du coup avoir une autre opération avec une autre stomie pour permettre la cicatrisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, dans ce contexte peut-être plus de complications ou de quoi il s'agit et voilà, où trouver comment ça se passe pour ces prises en charge? Alors, quand on fait des sutures entre ces deux parties intestinales, ces sutures étant fragiles de temps en temps, elles ne tiennent pas. Et donc, la fistule, ça veut dire qu'il y a un trou dans la cicatrice. Les matières, dans ces cas-là, soit ça peut être simplement, non pas des matières, mais juste des petites infections bactériennes, et ça va faire des abcès juste à côté, mais ça ne va pas vraiment être une catastrophe. On va pouvoir avoir un abcès, traiter avec des petits drains, des choses comme ça, attendre, donner des antibiotiques, et puis ça va se régler tout seul. Et puis parfois, si vraiment la suture a lâché complètement, on peut avoir des matières fécales qui sortent du tube digestif pour aller dans le ventre directement, en tout cas autour de la zone opérée, voire même rentrer en communication avec d'autres organes, et c'est le cas de la fistule recto-vaginale, c'est-à-dire que
Le corps n'aimant pas les infections, il est naturellement fait pour s'en débarrasser. Et la meilleure façon que le corps va trouver pour ne pas faire une infection généralisée, c'est plutôt une protection initiale, mais en fait, ça ne va pas forcément arranger les choses. Mais les matières fécales vont sortir par là où il y avait une issue possible. Et la fistule recto-vaginale, c'est quand du coup, ces sutures n'ont pas tenu et que les matières fécales vont, ou parfois que des gaz, mais en tout cas vont s'extérioriser par le vagin. En général, c'est souvent quand on a dû réséquer également l'utérus ou quelque chose, quand il y a une suture vaginale préexistante, mais pas nécessairement. Et donc ça peut arriver. Fréquent, non, c'est pas très très fréquent, mais encore une fois, ça dépend du contexte. Hein. Je vois cette question. Je ne peux pas répondre parce que c'est au cas par cas. Ce n'est pas fréquent dans l'absolu, mais sur certaines opérations où on sait que la tumeur était grosse ou mal localisée ou qu'elle était proche du vagin, parce qu'il y a des tumeurs qui sont situées en arrière du rectum, d'autres qui sont situées en avant, et donc elles vont être plus ou moins proches des organes autour, en fait. Et évidemment, si la tumeur était proche en antérieur, eh ben, c'est évidemment plus fréquent dans ce contexte-là, mais en tout cas, c'est possible. En tout cas, il y a des traitements pour ça. Effectivement, la première étape, en général, c'est de remettre une iléostomie ou une colostomie, en tout cas de refaire une dérivation pour arrêter cette communication qui est fort désagréable et qui suscite de l'infection et des douleurs. Et donc, une première étape, c'est d'attendre que les phénomènes de cicatrisation commencent à se mettre en place en déviant les selles. Et une fois que les selles sont dérivées, d'arriver vers une solution qui, en général, va être chirurgicale. Il va falloir une reprise chirurgicale dans la plupart des cas. Ça dépend un peu de l'âge, du contexte, des radiations, de pas mal de choses, mais il y a des techniques chirurgicales pour se sortir de ce type de problème. Mais en tout cas, ça prend un petit peu de temps et les techniques de réparation existent. Merci beaucoup, docteur Benaïm. Donc, après toutes ces clarifications sur comment se passe la chirurgie, vous avez évoqué la multidisciplinarité de la prise en charge des équipes. Et ben, on va donc accueillir Élodie Labedade, qui est stomathérapeute et donc qui va nous expliquer ce que c'est qu'une stomathérapeute et comment les soins ensuite de la stomie vont se faire au quotidien, sur quel réseau s'appuyer et puis peut-être nous parler aussi de la place des aidants dans ce quotidien. Bonsoir Élodie. Bonsoir. Merci du coup de me donner la parole ce soir. Donc, je suis Élodie Labedade, stomathérapeute à l'Institut Curie. Donc voilà. Vous voulez vos slides? Oui, pardon. Imad. Ok. Donc déjà, on va revenir sur ce qu'est une infirmière stomathérapeute. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une discipline qui est apparue dans les années 60 aux États-Unis et dans les années 70 en France. En fait, les infirmières stomathérapeutes sont des infirmières spécialisées dans les soins apportés aux stomies et aux patients stomisés de manière générale, dans la gestion des troubles de la continence et dans les défauts de cicatrisation. Donc aujourd'hui, on va spécifiquement s'intéresser à la casquette gestion des stomies et accompagnement des patients. Donc l'infirmière stomathérapeute, elle a plusieurs objectifs, plusieurs missions auprès du patient, qui est d'abord d'accompagner le patient, à la fois dans sa maladie, puisqu'on parle quand même d'une maladie qui est le cancer, où il va y avoir un impact sur l'image corporelle, puisqu'on va créer une stomie, donc on va modifier l'image corporelle dans son ensemble, ce qui peut aussi venir perturber la dynamique de vie parce qu'on n'élimine plus de la même manière, mais aussi parce que, encore une fois, la mise en place de la stomie s'inscrit dans tout un traitement, dans tout un projet thérapeutique qui, en lui seul, a un impact, ne serait-ce que de par l'organisation des différents rendez-vous, du suivi dans la vie du patient. Ça va être d'informer le patient sur le matériel, quelles sont les nouveautés, quelles sont les améliorations qui ont été faites, puisque les laboratoires aujourd'hui et chaque année en général proposent des nouveautés qui s'appuient à la fois sur le retour des patients et à la fois sur le retour des stomathérapeutes ou des infirmières référents pour savoir comment améliorer les produits, pour limiter au maximum
l'impact de la présence de la poche sur le ventre toute la journée. Ça va être aussi de donner des conseils sur la manière de s'habiller, sur la manière de pratiquer certaines activités, que ce soit dans le cadre du loisir ou des activités professionnelles. Ensuite, on va avoir, et d'abord par notre rôle d'infirmière, mais ça va être de soigner, donc on va faire des soins locaux. Donc soit des soins de l'astomie qui est en cours de cicatrisation, qui ne présente pas de complications particulières, ou parfois quand il y a besoin d'apporter des soins spécifiques par défaut de cicatrisation, et on va être à même d'adapter les soins pour faire en sorte que la poche soit étanche et qu'en même temps la cicatrisation puisse se faire. Tout ça, évidemment, ça se fait en pluridisciplinarité, toujours avec un lien assez étroit avec l'équipe chirurgicale, médico-chirurgicale dans son ensemble, parce qu'il y a aussi les oncologues qui sont très présents dans le parcours des patients. Ça, c'est pour la partie médicale, et pour la partie paramédicale, on est en lien très régulièrement avec les diététiciennes, voire les kinés, pour essayer d'adapter au mieux les conseils qu'on peut donner, voire rediriger les patients quand c'est nécessaire vers ces différents professionnels. Donc, on va enseigner plutôt ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique du patient. Ça va être en fait au départ de repérer les besoins et les attentes des patients par rapport à leurs soins, à leurs auto-soins. De là, essayer de donner les conseils les plus adaptés possibles dans un temps donné, ce qui va demander en fait de réévaluer constamment le patient pour pouvoir adapter l'information transmise et pour pouvoir parfois la complexifier. Ça va aussi permettre de faire le choix du matériel. Donc, dans la mesure du possible, on essaye que ce soit le patient qui choisit son matériel. C'est pas toujours possible, mais ça fait partie des éléments d'éducation thérapeutique, d'apprendre au patient à gérer son alimentation et de gérer les surveillances qu'il doit faire en fonction du type de stomie qui a été réalisé. Enfin, ça va être de prévenir toutes les complications liées à la stomie. En fonction, le docteur Benaïm vous a parlé de différentes possibilités de confectionner des stomies, soit au niveau de l'intestin grêle, soit au niveau du côlon. Donc, les stomies de l'intestin grêle génèrent plus de complications parce qu'elles ont tendance à abîmer plus la peau à cause, quand c'est peu étanche, quand on a des difficultés à garder le matériel étanche, à abîmer la peau du fait de l'agressivité des sels, mais aussi il y a un risque de perdre un petit peu trop d'eau, donc on apprend à gérer le transit et à limiter le risque de déshydratation. Ça peut être aussi des complications liées au traitement, puisque la confection de la stomie, ça s'inscrit dans un parcours de soins, et parfois les patients porteurs de stomie vont devoir avoir de la chimiothérapie, de la radiothérapie, et ça peut avoir un impact à la fois sur la qualité du transit, sur la capacité de la peau à se réparer. C'est pour ça qu'il y a une nécessité de suivi des patients pour pouvoir toujours réajuster les conseils qu'on donne, voire adapter le matériel en fonction de ça. Donc, il y a un temps préopératoire, d'abord, où on va connaître le patient. Donc, lors de cet entretien, qu'on peut aussi appeler consultation d'annonce, qui se fait souvent en plus de la consultation d'annonce infirmière habituelle. Elle se fait en présence d'un membre de l'entourage quand c'est souhaité par le patient. Ça va permettre, lors de cette consultation, de reformuler toutes les informations qui ont été données lors de la consultation chirurgicale, parfois de reprendre un schéma pour que le patient comprenne bien pourquoi il a ce type de stomie, quel est l'intérêt de cette stomie, est-ce qu'elle est définitive, oui, non, et pourquoi à ce moment-là elle doit être définitive. Ça nous permet aussi de revenir sur le parcours du patient dans son intégralité. Donc, est-ce qu'il va devoir faire une préparation digestive? Est-ce qu'il va y avoir des examens complémentaires? Ça dépend des protocoles qui sont établis par les chirurgiens. Mais ça nous permet aussi de présenter les différents intervenants. Donc, nous, de nous présenter évidemment en tant que stomathérapeute et l'importance, enfin, pas l'importance, mais le rôle qu'on a à jouer auprès des patients et de leurs familles. Mais également celui des diététiciennes, des psychologues, parce que c'est toujours important de proposer de rencontrer un psychologue. C'est des moments qui sont difficiles à vivre, l'annonce d'un cancer, le fait qu'on modifie le transit, qu'on extériorise des choses qui au départ étaient internes. Donc ça peut s'accompagner, et c'est important de pouvoir le préciser aux patients et de le repréciser
tout au long de son parcours de soins. Et ça permet de préparer le patient à sa future vie de stomisé, de dire qu'en effet, les activités de la vie quotidienne, elles seront toujours possibles, que travailler, c'est toujours possible, que de faire du sport ou d'aller à la piscine, aller à la mer, il n'y a aucun souci. Ça va demander des réajustements, mais ces réajustements, on les évoquera au fur et à mesure que les situations se présenteront, que les patients auront besoin d'informations à ce sujet. C'est également le moment de dire que potentiellement, il peut y avoir une modification dans la dynamique intime et dans la santé sexuelle, donc pas spécifiquement à cause de la stomie, mais plus généralement du fait des traitements, de la fatigue, des effets secondaires des traitements. Et ça ouvre en fait la porte lors de cette consultation à en discuter, que ce soit tout de suite, parce que quand on aborde l'image corporelle, parfois il y a des personnes qui vont tout de suite parler de du fait d'être attractif ou non, ou parfois, si c'est pas fait tout de suite, de dire que c'est un sujet qui peut être abordé si le patient le souhaite, ce qui fait déjà une possibilité, une oreille auquel il sait qu'il pourra solliciter. Le repérage préopératoire c'est également un moment important. En fait, c'est le moment où on va cibler le site où sera confectionnée la stomie. En général, il se fait la veille de l'intervention, parfois en ambulatoire, c'est-à-dire que le patient vient en consultation, le repérage est fait et il repart au domicile avec une protection faite au niveau de ce marquage. L'idée du repérage, en fait, c'est de visualiser l'endroit théorique idéal pour adapter la stomie, pour que ce soit sur une zone la plus plane possible pour faciliter le port de la poche et que ce soit visible par le patient. Après, c'est toujours soumis à cicatrisation, donc c'est théorique. Après, il y a également les contraintes durant l'intervention qui ne permettent pas toujours de placer la stomie là où elle avait été repérée initialement. Mais en tout cas, ça permet de nous prémunir au maximum de difficultés de positionnement de la stomie. Donc ce marquage, il doit être fait par des personnes qui sont formées, donc prioritairement des stomathérapeutes ou certains chirurgiens font leur repérage eux-mêmes. Ça peut être également des infirmières référentes qui sont tout à fait formées pour la technique et qui sont soucieuses de connaître l'impact du positionnement de la stomie chez les personnes futurement stomisées. Ça se fait selon des méthodes un petit peu précises. Il y a des repères anatomiques. Donc là, je vous ai montré à droite les différentes manières de repérer une stomie. Donc en haut, la première, c'est comment on repère une iléostomie avec un anneau de repérage. Et en bas, on dessine en fait un triangle. Et on fait ensuite dans le centre du triangle, globalement, le point de marquage pour les colostomies gauche. Donc, une fois qu'on a vu le patient en préopératoire, il y a l'intervention et puis on le revoit en post-opératoire. Donc, pendant les 15 premiers jours, les 3 premières semaines, c'est là où il va y avoir beaucoup de modifications. Donc, dans un premier temps, on va s'assurer qu'il y a une bonne reprise du transit. On va surveiller l'aspect de la stomie et l'aspect de la peau autour de la stomie, que la cicatrisation se fasse bien. C'est à ce moment-là qu'on accompagne le patient aussi au premier contact visuel avec la stomie, qui est très important et qui peut être parfois un petit peu difficile ou vécu avec de l'appréhension, parce que parfois il y a de l'appréhension et finalement quand les patients regardent, ils s'imaginaient autre chose et finalement l'imagination avait dépassé ce qu'ils constatent et donc du coup c'est vécu un petit peu plus positivement dans ces cas-là. On commence à discuter des différents gestes de soins, à les faire aux patients et ça se fait au fur et à mesure en fonction des capacités du patient à ce moment-là à le faire, que ce soit sur le plan de la fatigue, de la douleur ou de son anxiété, son stress à réaliser lui-même ses soins. Et à ce moment-là, il faudra bien s'attacher à savoir et à comprendre pourquoi le patient n'arrive pas à faire ses soins à ce moment-là et d'essayer de faire verbaliser un maximum. On fera le choix du matériel. Donc, le choix, il se fait en fonction du transit, donc la qualité et de la quantité des sels qui vont être plus ou moins, agressifs pour la peau. À ce moment-là, il faudra utiliser des joints, soit sous forme de tube, soit sous forme de pâte, soit sous forme de pâte à modeler un petit peu pour assurer l'étanchéité et protéger la peau.
Et puis, on pourra choisir des supports de poche différents. Donc, au départ, ce sera forcément des supports qui seront plans et puis un peu plus à distance de la chirurgie. Après 10 jours, si on voit qu'on a des difficultés à garder les systèmes étanches, il y a des poches avec des supports bombés dits convexes qui aident parfois à assurer une meilleure étanchéité. Globalement, au conseil de soins, ce qu'on donne, c'est un soin qui est facile à faire, mais qui demande de l'organisation, qui demande à ce qu'on trouve le bon moment. Souvent, on conseille le matin parce que le transit, il n'a pas eu le temps de se mettre en place et du coup, on risque moins d'avoir un transit inopiné pendant le changement du matériel. Mais plus on est organisé, mieux on a préparé le matériel en amont, plus le soin va se passer vite. Et même en cas de transit, on y est préparé. On utilise de l'eau du robinet, des compresses qui sont non stériles. Donc les compresses, elles sont remboursées, mais parfois il y a des patients qui, de temps en temps, préfèrent utiliser des essuie-tout. Dans ces cas-là, on conseille plutôt des essuie-tout épais qui ne sont pas rêches, qui risquent pas d'irriter la peau et de laisser des petits morceaux, comme pourrait faire par exemple le papier toilette. Donc je vous le disais, préparer le matériel en amont, faire la découpe du support en amont qui doit être un petit peu plus large que la taille de la stomie pour pas risquer de l'abîmer dans différents mouvements, parce que l'objectif c'est qu'on reprenne une activité la plus normale possible et le plus rapidement possible en fonction de l'état général. Pas non plus trop large, parce que sinon on risque d'exposer un petit peu trop de peau au sel et à ce moment-là la peau peut s'abîmer. Donc on dit en général 3-4 mm. Et il y a aussi des produits à éviter parce qu'ils sont irritants ou ils vont masquer la surveillance de la stomie. Donc tout ce qui va être antiseptique ou parfum ou gel douche parfumé, ça va être des produits qui vont être irritants pour la peau. Ou l'éosine par exemple qui est utilisée parfois pour assécher la peau péristomiale quand il y a des petites lésions, étant donné que c'est rouge, et ça va nous empêcher de bien visualiser notre peau et de pouvoir la surveiller correctement. Donc le choix du matériel, alors en fonction des centres de soins, on n'a pas toujours la possibilité de proposer beaucoup de matériel ou beaucoup de laboratoires différents aux patients. En tout cas, quand c'est possible de le faire durant l'hospitalisation, et souvent, c'est le rôle de la stomathérapeute après, qui connaît bien le matériel, de pouvoir proposer des échantillons aux patients. Mais en tout cas, ce matériel-là, il doit être sécuritaire, c'est-à-dire que le patient doit se sentir en sécurité. C'est nécessaire. Par contre, c'est une notion qui est tout à fait subjective, où le patient va préférer tel modèle parce qu'il a l'impression que ça se ferme mieux, qu'il y aura moins de risque de fuite, même si nous, on sait que quand c'est bien fermé, ça ne fuit pas, peu importe le modèle. Ça n'a pas d'importance, c'est vraiment le patient qui doit se sentir en sécurité, parce que déjà, c'est une première étape vers l'auto-soin. Et ensuite, parce que ça va permettre au patient de reprendre des activités au quotidien. Si on a peur que la poche s'ouvre ou qu'elle ne tienne pas pendant qu'on va chercher sa baguette à la boulangerie, on aura pu chercher la baguette à la boulangerie et ça va créer et générer de l'isolement pour le patient. Cet appareillage-là, on peut le choisir en fonction de la dextérité. Il existe différents modèles. Déjà, il y a des modèles dits une pièce où le support et la poche qui recueille les selles n'en font qu'un. Et il y a des modèles dits 2 pièces où le support et la poche sont dissociés. À ce moment-là, il va falloir changer la poche tous les jours et le support, lui, tous les 2 à 3 jours. Dans les cas des poches une seule pièce, ça peut être changé jusqu'à 2 fois par jour. Mais voilà, en fonction, il pourra choisir l'un ou l'autre des systèmes, peu importe le type de stomie, même si de base pour les stomies de l'intestin grêle, on a tendance à plutôt favoriser un système dit en 2 pièces ou en bibloc, parce qu'on estime qu'on applique un petit peu mieux le joint d'étanchéité. Mais après, en pratique, ça m'arrive régulièrement d'utiliser des systèmes une pièce chez les patients avec des iléostomies, ça ne pose aucun problème. Dans le cas des systèmes avec un couplage, donc 2 pièces, le couplage, il peut être différent. Il peut être soit adhésif, donc ça colle, soit mécanique, ça s'emboîte ou ça se clipse. Et ça encore, ça peut se faire en fonction de la sensibilité des patients, qui va être différente. Il y a des traitements qui vont générer des pertes de sensibilité au bout des doigts. Donc les patients vont à ce moment-là préférer des choses qui se collent, ou à l'inverse, le fait d'entendre et de toucher, de sentir que ça s'emboîte, ça va les sécuriser. Ils vont préférer parce qu'ils vont avoir un système de double contrôle, à la fois la vue, soit le toucher, soit l'ouïe. Et comme je vous disais, il existe différents types de joints d'étanchéité qu'on pourra adapter soit déjà en fonction de l'abdomen et des contraintes anatomiques, soit de la
capacité du patient à les utiliser, à voir correctement où il les colle, et aussi en fonction de la qualité et de la quantité des selles. Tout ça, l'objectif du choix du matériel, c'est de favoriser l'autonomie des patients. C'est pour ça qu'il faut un suivi, parce que cette autonomie, elle n'est pas constante, mais c'est surtout que ce matériel, il peut, le corps, il vieillit, il prend du poids, il perd du poids. Donc, une poche qui allait bien à un instant A n'ira peut-être plus à un instant B. Donc, il y a une vraie importance dans le suivi des patients. Il faut savoir être raisonnable, ne pas vouloir aller trop vite dans l'acquisition de l'autonomie et de l'acquisition des gestes. C'est pour ça que c'est important d'avoir des ressources au domicile, et j'en parlerai juste après, pour que les patients prennent leur temps. Et parfois, quand on arrive à bien utiliser son matériel durant l'hospitalisation, une fois qu'on rentre à domicile, on est dans un cadre différent, on est un petit peu plus isolé, il n'y a plus la sonnette sur laquelle on peut appuyer en cas de besoin. Donc, parfois, il faut reprendre des choses qu'on connaissait très bien et encore être accompagné par des infirmières. Donc, quelles ressources, du coup, a le patient une fois qu'il rentre au domicile? Donc, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que le patient, lui, va faire des allers-retours perpétuels entre l'hôpital où on traite la maladie, où on suit la maladie, même si il n'y a plus de traitement actif, et la ville, donc soit les soins prodigués en ville, sa vie au quotidien. Donc, il y a tout un tas de ressources qui peuvent être mises en place. Donc, il y a les infirmières à domicile, et c'est pour ça que nous, en tant que stomathérapeutes, en tout cas du secteur hospitalier, c'est important de faire des relais, de laisser les coordonnées aux patients, mais à la fois aux infirmières, pour qu'on puisse échanger dans le suivi des patients. Quand les patients demandent un suivi un petit peu et des soins plus lourds, il y a des hospitalisations à domicile qui peuvent être mises en place. Et là, à ce moment-là, certains organismes d'HAD ont des stomathérapeutes qui peuvent se déplacer au domicile du patient. Il existe aussi des stomathérapeutes libérales. Donc, il n'y en a pas beaucoup. La plupart des stomathérapeutes sont dans une institution, dans un hôpital, une clinique. Mais en tout cas, ça existe, et ça, là encore, ça peut être un vrai relais pour le patient au domicile. Le prestataire également, parce que déjà, il a souvent maintenant, la plupart des prestataires proposent des infirmières référentes ou des infirmières stomathérapeutes conseils qui peuvent faire le lien avec la stomathérapeute de l'hôpital. Donc, les prestataires, c'est des organismes qui vont livrer le matériel prescrit au patient pendant son séjour à l'hôpital, et qui va en fait régulièrement livrer le patient, peu importe qu'il se trouve au domicile, ou parfois même quand ils sont en vacances ou autre. Et ils font aussi relais quand ils observent une consommation inhabituelle du matériel. Et c'est parfois en fait les premières personnes que les patients vont contacter en disant est-ce que vous pouvez me renvoyer une boîte parce que j'ai beaucoup de fuites? Et à ce moment-là, le prestataire, il va dire pourquoi vous avez des fuites? Est-ce que vous avez prévenu votre stomathérapeute? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Donc, soit c'est les prestataires qui nous préviennent, soit en fait ça se fait en même temps, le patient nous rappelle, et puis le prestataire également, donc ça fait des bons relais. Évidemment, en ressources principales, quand les patients sont entourés, il va y avoir l'entourage, donc souvent c'est le conjoint ou la conjointe, le compagnon ou la compagne. C'est important de laisser la voix à l'entourage. Donc, c'est pour ça que dans la mesure du possible, pouvoir les voir en préopératoire avec le patient, c'est l'idéal, mais c'est pas toujours faisable. Et ensuite, de proposer l'intervention de la famille pendant les soins si c'est souhaité par le patient. Après, ça relève de l'intimité, donc c'est pas une obligation que les aidants fassent les soins. Et souvent, ils prennent part, en tout cas, à la logistique, à la gestion du matériel, aux commandes. Donc, c'est important aussi de pouvoir dire qu'on les a vus, même parfois quand ils attendent juste en salle d'attente, de leur dire tout va bien, et d'ouvrir la voie si eux aussi, ils ont des questions. En tout cas, parce que c'est les premiers remparts, finalement, et les premiers, pas acteurs, mais les premiers témoins de ce qui va se passer au domicile. Dans les autres ressources disponibles, il y a tout un tas de choses. Déjà, il y a les réseaux de patients et les associations de stomisés qui sont très importants, parce que même si nous, en tant que professionnels, on a des bons conseils, moi, ce que je précise toujours, c'est que les conseils qu'on me donne, ils m'ont été donnés par des patients stomisés, et je trouve que ça casse un peu les choses, parce que évidemment,
personnes, enfin, il n'y a que les personnes stomisées qui comprennent réellement la vie d'une personne stomisée, donc c'est important de pouvoir échanger les trucs et astuces et le vécu parce que on se comprend. Il y a certains laboratoires autour de ça qui mettent un petit peu des comment dire des choses en place pour faire des rencontres de patients, une écoute téléphonique, voire mettre en place des applications pour essayer de faciliter le quotidien. Il y a tout ce qui va se trouver sur les réseaux sociaux avec des groupes de patients, des patients qu'on va suivre sur leur page, par exemple, qu'on va juste regarder, mais pas forcément interagir, mais ça va nous permettre d'avoir un petit peu le reflet de ce qui peut se passer chez d'autres patients. Il y a également des patients qui eux-mêmes mettent à contribution leur savoir-faire pour aider les autres patients. Par exemple, dans le cas de cette fiche qui a été créée sur les soins de la stomie, comment changer ma poche, où finalement ça s'adresse à tout le monde et cette patiente stomisée a pu mettre en avant son savoir-faire de graphiste pour faire ce super document accessible à tous. Donc l'idée de l'accompagnement au quotidien des patients stomisés, à la fois en tant que stomathérapeute, mais tout court en tant qu'infirmière et en tant que soignant dans la globalité, c'est vraiment de limiter l'isolement des patients stomisés, même si on sait qu'il y a beaucoup de changements qui sont faits, qu'il y a maintenant une stomie sur le ventre, une poche qui doit être placée, et du coup notre objectif c'est que le patient puisse se réadapter à sa nouvelle condition physique, à sa nouvelle capacité d'élimination pour reprendre une vie quotidienne la plus normale possible, en essayant de limiter tout ce qui va être anxiété ou peur générée autour de la stomie, la peur de la fuite, la peur qu'on entende des bruits pendant un dîner, qu'on entende des gaz. Voilà, il y a des conseils un peu qu'on peut donner et qu'il faut partager. Tout ça encore parce qu'on est sur des soins qui sont simples, certes, accessibles aux patients puisqu'ils se le font eux-mêmes, mais toujours spécifiques. Donc il existe plein de trucs et astuces dont on peut parler aux patients en cas de voyage, toujours avoir une trousse avec l'intégralité de quoi changer la poche si besoin, si on voyage en avion, plutôt garder son matériel en cabine avec l'ordonnance, voire un certificat médical pour dire qu'on a une stomie. Il existe aussi des sous-vêtements spécifiques pour les patients stomisés pour permettre de plaquer la poche un petit peu plus sur le ventre pour que ce soit plus confortable, que ce soit moins visible. Ça aussi, plus spécifiquement dans les moments d'intimité où il va y avoir des sous-vêtements pour patients stomisés qui vont permettre d'apporter un glamour, par exemple, mais on peut aussi conseiller tout simplement d'utiliser des bougies pour un petit peu tamiser la salle, mettre une ambiance parfumée si les patients ont une crainte qu'il y ait des odeurs. Donc voilà, tout ça, ça demande un petit peu d'organisation, un petit peu d'adaptation au quotidien, mais en tout cas, il y a plein de choses qui sont accessibles aux patients stomisés et l'objectif pour nous, stomathérapeutes, c'est vraiment ça. On sait que la création d'une stomie, c'est pas une chirurgie qui est anodine, qu'elle soit transitoire ou définitive, il y a des conseils et un accompagnement spécifique à apporter. Il existe, nous, personnel spécialisé, mais aussi tout un tas de réseaux, que ce soit en ville de soins, un réseau de soins ou un réseau de patients ou de l'associatif qui vont permettre de faire le relais et d'accompagner au mieux les patients et leurs familles. Voilà, merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, les premières remarques, on voit qu'il y a quand même pas mal de personnes qui nous écoutent ce soir qui se disent moi, je trouve ça super tout ça, Élodie, mais moi, j'ai pas eu tout ça. Donc, la question, c'est aussi comment est-ce que ces consultations, pardon, j'ai mon chien qui se secoue en même temps, comment finalement ces consultations de stomathérapeutes, finalement notamment celles où on se prépare, on nous donne de l'information avant, est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place ou que vous partagez d'un établissement à l'autre comme une sorte de bonne pratique? Comment ça marche dans le milieu des stomathérapeutes pour que tout le monde y accède? Alors oui, c'est quelque chose qui se généralise. Après, c'est
pas toujours facilement organisable en fonction des institutions parce que ça demande de pouvoir dédier une infirmière sur un temps donné spécifiquement à ce moment-là. Mais quand c'est pas possible, il y a des collègues qui construisent des documents pour pouvoir les remettre aux patients. Certains documents sont d'ailleurs fournis par les laboratoires qui sont assez simples et qui reprennent tout un tas d'informations quand même. Après, ça reste inscrit dans les parcours de soins et c'est des consultations qui se généralisent de plus en plus. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement pratique. Alors, pour continuer dans la pratique, on a Annabelle qui nous demande s'il y a des astuces pour limiter le bruit des gaz de la stomie. Alors, déjà, ça va principalement résider dans le choix des aliments que l'on mange, qui vont être plus ou moins pourvoyeurs de gaz. Et ça, on arrive assez bien à les cibler au bout d'un certain temps. Ça va être aussi sur la manière de manger, de toujours bien prendre du temps à mastiquer et à prendre le temps de manger pour éviter les ballonnements. Après, sur les gaz, on peut mettre une noisette de vaseline sur la stomie et du coup, le gras de la vaseline va permettre parfois de camoufler un petit peu le bruit du gaz. Après, à partir du moment où il va y avoir un transit qui va se mettre en place, ça va éliminer la vaseline, donc c'est vraiment assez temporaire. On sent, enfin certains patients sortent des sortes de contractions juste avant d'émettre un gaz, donc à ce moment-là, ils mettent la main, ça se voit pas forcément, mais voilà, en faisant une légère pression sur la stomie pour essayer de camoufler au maximum les bruits. Après, c'est des trucs et astuces pour les gaz qui sont pas parfaits. Il y a un laboratoire qui vend une sorte de grosse qui s'appelle colo-silence, un objet en plastique qui se place sur la stomie, mais pour le coup, je pense pas que ça fonctionne très bien. Je l'ai jamais testé concrètement, mais c'est censé en fait faire barrage au bruit. Alors du coup, on reprendra probablement un temps de questions mais on va passer la parole à Cyril parce que il y a rien de tel que d'échanger entre patients sur qu'est-ce que tu manges et toi et ci et ça. C'est l'occasion de dire que tout ce qu'on fait en fait avec mon réseau cancer colorectal depuis 2 ans, c'est grâce aussi à tous les retours, toutes les idées de Colette et de Cyril dans leur expérience et puis tout ce qui se vit sur mon réseau cancer colorectal avec des demandes très spécifiques justement de réponses concrètes, sans tabou à comment est-ce qu'on peut être tous mieux informés, faire circuler l'info et tout ça. Donc, on va demander à Cyril, finalement, lui, dans son expérience de patient, comment ça s'est passé et quelles infos tu as eues, comment tu aurais voulu les choses autrement peut-être, voilà, et avoir tes conseils ce soir. Bonsoir, les conseils, je ne sais pas, mais en tout cas, l'expérience, oui, je vais la partager et puis ça va faire écho à tout ce qui a été dit depuis le début de ce webinaire. Donc, pour resituer les choses, moi, j'ai eu un cancer du rectum et on m'a mis donc une iléostomie à droite pour protéger l'anastomose. Cette iléostomie, je devais l'avoir 3 mois puisqu'elle était temporaire, comme il a été dit. Et en fait, l'anastomose, au bout des 3 mois, on a vu qu'elle ne tenait pas, elle fuit un petit peu. Donc, j'ai gardé mon iléostomie 6 mois. Par contre, moi, on m'a dit avant d'aller à l'opération, tu auras peut-être une stomie, on verra en fonction. Donc, je ne savais pas du tout. J'ai appris le mot quelques jours avant l'opération. Donc, j'ai eu le temps d'aller voir sur Internet ce que c'était. Très mauvaise idée parce que c'est plutôt négatif ce qui traîne sur Internet par rapport à la stomie. Il aurait mieux valu une association de patients avec de l'information validée pour se renseigner. Pas de chance, à l'époque, il n'y en avait pas. Donc, heureusement que MRCCR s'est vite créé dans les 2 ans qui ont suivi. Après, au niveau de la stomie elle-même, donc par contre, je m'étais préparé psychologiquement en me disant, tu vas te réveiller, tu auras une stomie. Comme ça, au pire, on peut le mieux, quoi. Et du coup, effectivement, je me réveille, j'ai ma stomie et c'était une 2 pièces. Le matériel, c'était du 2 pièces et ça lâchait tout le temps. À l'hôpital, tant que j'étais, les dizaines de jours où j'étais à l'hôpital, ça lâchait tout le temps, tout le temps. Et là, la stomathérapeute m'a proposé d'essayer une pièce. Et en fait, c'est parce qu'à l'endroit où elle était placée, dès que je m'asseyais ou la partie rigide, le socle, il se décollait tout le temps, c'était pas terrible. Donc on est parti sur une pièce, ça c'était bien. Mais une pièce comme ça, d'une certaine marque, je ne savais pas qu'il y avait plusieurs marques, je ne m'étais pas renseigné, c'était
par un stomathérapeute, c'est très bien. Les soins à l'hôpital, c'est jamais moi qui les ai faits, c'est toujours un stomathérapeute. Et du coup, quand je suis arrivé à la maison, au retour, j'étais un peu comme un couillon, si vous me permettez le terme. Donc, j'avais évidemment appelé des IDE, des infirmières à domicile, pour venir la soigner, et, enfin faire le soin au début, puis surtout pour que j'apprenne. Je ne voulais pas une infirmière comme ça à long terme. Et rapidement, je me suis rendu compte que voilà, j'allais le faire par moi-même, parce que, ou avec ma conjointe, puisque après avoir essayé plusieurs infirmières, des unes qui voulaient mettre de l'alcool pour nettoyer, des autres qui venaient avec 4 heures de retard. Donc quand on dit qu'il faut le faire le matin, mais si le matin ça arrive à midi, du coup on n'a pas mangé de la journée et tout, enfin c'était ingérable. Donc en fait, et la grande difficulté, j'habite quand même dans une ville, une grande ville, hein, une métropole. Donc je me dis, il y a des personnes dans des déserts médicaux, ça doit être vraiment très très difficile pour eux. Donc effectivement, que le conjoint soit formé et tout, c'est une bonne chose. Et la première visite que j'ai eue avec la stomathérapeute à l'endroit où j'avais été soigné, ça a été à la visite, en même temps que la visite post-opération, donc une quinzaine, trois semaines après. Et là, on a réappris un petit peu les gestes et on les a fait nous-mêmes. Après, c'est quand même très compliqué parce qu'effectivement, il y a cette agressivité des selles et tout. D'ailleurs, je me pose une question, je vous pose une question. Est-ce qu'il y a de l'innovation vraiment importante par rapport à ce matériel de stomie? Parce qu'il faut bien se rendre compte que quand même, cette poche de stomie ne tient que par le bon vouloir de colle. C'est de la colle. C'est quand même fou ça. Et typiquement, dans mon cas, quand on est un homme et qu'on est un peu poilu du ventre, et ben la colle, elle ne tient pas du tout. Alors, il y a des grandes idées. Ah ben, on n'a qu'à te raser. Ah ouais, ça, c'est une super bonne idée, le rasage. Le problème, c'est que le rasage sur une peau qui est déjà bien abîmée à cause de l'acidité des selles, je vous rappelle, c'est une iléostomie, c'est pas terrible, terrible, ça fait assez mal. Bon, après, voilà, hein, on se débrouille un peu comme on veut et tout, mais la vie avec une stomie, finalement, quand on arrive à la gérer, quand on arrive à bien la rendre étanche et qu'il n'y a pas trop de problèmes par rapport à ça. Les problèmes de bruit et de gaz, c'était, dans mon cas, c'était pas les pires. C'était vraiment les problèmes de fuite essentiellement. Dès que je m'asseyais, si j'étais un peu trop voûté, ça pouvait faire des plis. Donc, après, on peut mettre ce qu'ils appellent des renforts. Il y a des laboratoires qui proposent des renforts autour de l'anneau qui colle. On va rajouter une sorte de, c'est pas du sparadrap, mais et la pâte aussi, la fameuse pâte qu'on met juste autour de la stomie, qui est très très bien. Donc ça, c'est bien, mais on a aussi parlé de la remise en continuité. Et moi, je peux vous dire qu'effectivement, j'étais, malgré tout ça, plus confort avec une stomie qu'à la remise en continuité. Parce que ma remise en continuité, moi, ça a été 30 selles par jour pendant plusieurs mois. Et du coup, là, effectivement, on peut se dire, mais est-ce que j'étais pas mieux avec la stomie et tout? Donc, ce qu'a dit le docteur tout à l'heure, c'est tout à fait compréhensible que certaines personnes n'en pouvant plus demandent vraiment ce retour à la poche de stomie. Que dire de plus? C'est que par rapport à cette remise de continuité, ouais, quand même, il y a plein de choses à faire, hein, parce que même si il y a des trucs compliqués, les selles, les impériosités, les fuites, les incontinences, pardon, aussi, l'incontinence fuite. On a fait un super beau webinaire sur le sujet, hein, l'aide de la kinésithérapie, qu'elle soit kinésithérapie viscérale ou abdominale, ou qu'elle soit kinésithérapie périnéale et sphinctérielle pour, dans mon cas, donc après une opération du rectum, pour éduquer le néorectum, pour que le néorectum devienne quelque part l'ampoule rectale que l'on n'a plus, ça aide beaucoup. Et en fait, moi, je suis passé par là, par tout ce système-là, que j'ai découvert et que j'ai usé, et dont j'ai usé et abusé grâce aux praticiens que j'ai rencontrés et qui faisaient ça très bien. Et au final, voilà, je suis content de ne pas être retourné vers la stomie, mais à un moment, il y a eu vraiment un vrai doute et je n'aurais pas trouvé ces solutions-là. Ça aurait été très, très compliqué. Surtout qu'aussi, avec une iléostomie, souvent, après la remise en continuité, les selles sont très, très acides et là, ça devient très compliqué. Alors, très acide et 30 fois par jour, je ne vous parle pas de tous les problèmes dermato et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, c'est un peu l'histoire de ce qui m'est arrivé, ce que j'ai vécu et ce qu'il faut maintenant, moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, ce soit des associations de patients qui fassent, les patients même,
qui fassent remonter les choses auprès de leurs infirmières, si elles ne sont pas stomathérapeutes, mais auprès de leur équipe soignante aussi, par rapport à tous ces problèmes d'impériosité, tout ça. Il n'y a pas que la stomathérapeute. Il faut en parler à toute l'équipe qui vous suit, le chirurgien, l'oncologue, votre médecin traitant aussi. Je pense que les médecins traitants ne sont pas non plus tous super au fait de ce qu'est une stomie, de comment on gère une stomie, comment on applique des soins de stomie. D'ailleurs, j'en profite, puisqu'à un moment, quelqu'un a dit que les prestataires avaient des infirmières spécialisées, et que du coup, quand il y avait livraison du matériel, ils pouvaient vous aider, regarder ça, et puis ça a alerté aussi. Et ça, c'est une très, très bonne idée. Moi, dans mon cas, je me faisais livrer le matériel en fait à la pharmacie. J'allais chercher mon matériel à la pharmacie. Donc, en fait, je ne voyais jamais de prestataire ou d'infirmière spécialisée qui aurait pu me filer des petits trucs comme ça. Donc, si vous avez le choix entre aller les retirer vous-même à la pharmacie ou pour vous les livrer directement à la maison, prenez plutôt l'option livrer à la maison, parce que là, au moins, vous verrez quelqu'un de spécialisé qui pourra vous aider dans tout le processus et dans l'avancement de ces choses-là. Donc, avant de poser une question, aussi, je vais la poser quand même. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que quand on a une stomie, est-ce qu'on est considéré comme ayant droit à la CMI, aux cartes de mobilité et inclusion, donc de déposer un dossier MDPH? Parce qu'il me semble qu'avoir une stomie, ça impacte quand même pas mal votre qualité de vie, votre vie de tous les jours. Et c'est clair que si on est là, on est en voiture par exemple, et qu'on doit se garer précipitamment pour trouver des toilettes parce que la poche elle est en train ou de lâcher ou elle est trop gonflée, tout d'un coup il faut aller la vider. Est-ce qu'on n'aurait pas eu, si on avait accès à ces emplacements, ça serait peut-être plus facile. Donc je ne sais pas si c'est fait ou pas fait. Ça, je pense qu'on aura la réponse juste après. Et du coup, toutes ces petites astuces là, enfin les petites astuces, moi j'en ai donné 3-4, et je vous ai parlé de mon cas. Et, le cas fait pas l'histoire. L'histoire, c'est plein de cas, plein de patients, plein de, quel que soit leur âge, quel que soit leur sexe, et de partager tout ça avec les autres, c'est très très bien. Et ça tombe bien, puisque avec MRCCR et Patients en réseau, on a donc créé une série de 17 petits films qui vont être lancés officiellement demain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à la Villette à Paris, sur un événement qui est en hybride. Si vous êtes sur place, venez nous voir. Si vous ne pouvez pas, connectez-vous. Le lien va passer dans le chat et Laure va en dire 2 mots derrière. Et on va faire le lancement de cette série. Il y aura quelques témoignages de gens qui ont témoigné, de patients, mais aussi de professionnels, stomathérapeutes, gastro, chir, et la présence en ligne d'influenceuses, dont on a vu entre autres une illustration tout à l'heure, et je pense même une photo, 2 influenceuses qui ont participé à ces interviews, qui sont vraiment très au point et avec un dynamisme, et qui sont terribles, et qui ont participé donc aux interviews, pour les nommer Stomy Buzzy et Kangaroo Girl, que je suis allé interviewer pour ces choses-là, et c'était vraiment un contact énorme. Et moi, le fait d'avoir fait ces vidéos, j'ai revu la stomie de façon différente, parce que j'ai vu des gens qui étaient super heureux, super contents, et finalement, je disais, mais moi, j'ai une stomie définitive et ça se passe très, très bien, et ma vie, elle est très, très bien comme ça. Et je trouve que ce message-là, ça va vraiment dédramatiser la chose, et ça va donner de l'espoir aux gens à qui on va dire, ah, tu vas avoir une stomie, ou tu vas peut-être avoir une stomie. Là, ça donne du courage, ça donne de la volonté, et ça permet d'aller de l'avant. Donc, pour l'expérience, je crois que je vais m'arrêter là. Par contre, je réponds à toutes les questions, bien évidemment. Et je vous convie demain au lancement, donc c'est à 16h, au lancement officiel de notre série, où Élodie Labedade a témoigné d'ailleurs. Merci beaucoup, Cyril. Alors, Laure, est-ce que tu veux poser une question? Après, j'en aurai une. Non, mais il y a ma première question d'abord, si tu veux bien, Oriane. MDPH ou pas MDPH, alors, quand on a une stomie? Docteur. Alors, Laure, ton micro est éteint, et justement, il y avait une réponse. Il y a une réponse positive dans le chat, donc des dossiers sont possibles. Visiblement, c'est possible, donc ça fait partie des choses qu'on pourra essayer de creuser et mettre en avant, parce que tu le décris très bien. On peut être extrêmement gêné et être finalement
avoir besoin de pouvoir rapidement agir avec sa stomie ou sa remise en continuité ou autre. Et du coup, demander une carte, ça a l'air d'être possible. Donc, on va creuser la question pour expliquer le pourquoi du comment, à quel moment le demander. Est-ce que c'est la stomathérapeute ou le médecin? Peut-être que vous avez une expérience là-dessus spécifiquement? Oui, enfin, quand les patients sont très gênés, ça peut nous arriver d'avoir des demandes auxquelles on n'accède pas nécessairement si ce sont justement des stomies temporaires, parce que le temps de faire les démarches, voilà, et puis on va pas. Mais effectivement, quand on constate que les résultats sont compliqués, on peut faire des demandes, oui. Je ne peux pas vous garantir qu'elles soient acceptées à tous les coups néanmoins, mais en tout cas, ça m'arrive de remplir les demandes. En plus, c'est région dépendant. Région, je pense que ça dépend du dossier et du contexte, oui. Mais en tout cas, ça m'arrive. Il y a des questions aussi sur qu'est-ce que c'est que l'utilisation de l'irrigation quand on a une stomie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? À quoi ça sert? De quoi s'agit-il? Alors, l'irrigation colique quand on a une stomie, alors ça concerne que les patients qui ont l'intégralité de leur côlon et qui ont une stomie du côlon gauche. Et en fait, il y a un dispositif médical qui est adapté et spécifique à l'irrigation colique. C'est un petit cône relié à une poche. Et en fait, dans cette poche, on met de l'eau tiède qu'on va s'auto-injecter dans le côlon avec une quantité définie. Et en fait, pendant 30 minutes, on va avoir un transit, ce qui va permettre, quand c'est fait régulièrement, toutes les 48 heures, de pouvoir adapter une toute petite poche, voire un obturateur, parce qu'il y aura peu ou pas de transit pendant 2 jours. Après, ça demande à ce que le transit soit normal à mouler à mou au niveau de la qualité des selles, qu'il n'y ait pas de contre-indication à la pratique de l'irrigation. Et du coup, ça peut permettre en tout cas d'envisager, par exemple, je ne sais pas moi, une fête, un week-end, un temps. Alors, est-ce que vous le préconisez, entre guillemets, est-ce que c'est quelque chose qui est proposé dans les solutions pour parfois adapter sa vie avec sa stomie, justement? Alors oui, pour les patients colostomisés, c'est une solution qui est possible. Après, comme je disais, il y a quelques contre-indications, donc il faut s'assurer que le patient rentre bien dans la catégorie pour pouvoir les faire. Il ne faut pas qu'il y ait de traitement qui modifie le transit, type chimiothérapie par exemple, ou qui risque d'abîmer la muqueuse. Ensuite, pour que ça fonctionne bien, en fait, il faut que ce soit vraiment fait régulièrement. Donc il y a parfois même pendant la première semaine, on peut le faire tous les jours. Et après, on le fait tous les 2 jours pour que ce soit vraiment efficace. Donc, le faire que pour un week-end ou pour une fête, ça va pas toujours bien marcher. Et puis, il faut apprendre à le faire, bien se connaître, comprendre comment positionner le cône. Donc, quand on le fait de manière trop ponctuelle, ça n'a pas les effets attendus. Merci beaucoup. Alors, moi, j'avais une question. Ça peut également être fait en cas de mauvais résultats fonctionnels. Les irrigations, on les fait aussi par l'anus de temps en temps quand vraiment les selles sont trop fréquentes. C'est pas non plus très facile à mettre en place, c'est sous condition, ça dépend des sutures, mais ça peut, quand vraiment les patients ont beaucoup de selles ou alors sont très incontinents, parce que en fait, beaucoup, elles sont souvent très liquides et donc ça marche pas forcément extrêmement bien. Ouais. Mais dans les cas d'incontinence où les patients ne sentent pas du tout ce qui se passe, ça peut éventuellement permettre du coup de régler pas mal de problèmes. Ouais. Merci beaucoup. Alors, on a des questions. Alors, je ne sais pas laquelle de vous deux, ou peut-être les deux, allez prendre la question. Il y a deux pans. Pour apaiser l'inflammation, est-ce qu'il y a un régime particulier alimentaire à suivre, des préconisations au moins de grandes classes ou de choses à éviter? Et est-ce que c'est normal parfois, après une stomie, d'avoir quand même un peu d'incontinence fécale? Allez-y. Inflammation, peut-être on peut chacun répondre. Je te laisse répondre sur la partie inflammatoire et puis je peux répondre sur pourquoi il y a des écoulements de temps en temps. Ouais. Alors, par inflammation, je pense que la personne parle de sa peau irritée autour de la stomie. Donc, à ce moment-là, faut s'assurer que le transit ne soit pas majoré d'un coup. Et dans ce cas-là, peut-être adapter les traitements pour épaissir un petit peu les selles et diminuer la quantité de transit. Revenir sur les soins. Est-ce qu'on n'avait pas
coupé un petit peu trop petit la poche par rapport à d'habitude. Est-ce que le joint, s'il y en a un, a bien été placé comme d'habitude? Ensuite, il y a de l'eau de Vichy ceinture qui permet de tamponner un petit peu le pH des selles et du coup de faire en sorte qu'elles soient un petit peu moins acides. C'est ce qu'on préconise pour les patients qui sont porteurs d'une iléostomie. Et également d'éviter les aliments irritants type très épicés, enfin très piquants, qui peuvent augmenter l'acidité des selles. Pour ce qui concerne les écoulements, c'est effectivement tout à fait possible dans plusieurs contextes, mais s'il reste par exemple une portion du rectum, voire même toute la continuité, mais que la suture n'est pas suffisamment solide pour fermer la stomie, le côlon lui-même et le reste de rectum, comme parfois il en reste un petit peu, ça sécrète beaucoup de mucus, qui est un lubrifiant qui est fait pour faire progresser les selles. Il y a une pullulation microbienne dans le côlon qui est naturelle et qui est tout à fait normale. Et ce mucus et cette pullulation microbienne vont s'échapper par l'anus. En général, c'est des très très petites quantités et donc qui sont pas gênantes du tout, mais qui peuvent, si effectivement il reste un grand bout de côlon de temps en temps, il y a des personnes quand on peut de temps en temps même faire des petits lavements pour une fois de temps en temps, une fois par semaine pour régler le problème sur quelques jours, pas comme une vraie irrigation, mais effectivement, donc ça dépend de ce qui reste, même avec une stomie, s'il reste un peu de côlon ou un peu de rectum, oui, la sécrétion naturelle fait que ça va vouloir sortir par quelque part. Et du coup, on avait eu une question sur mon réseau cancer colorectal il y a quelques jours, si on est finalement un peu gêné, si ça peut devenir un peu irritant ou gratouillant, on va dire ça comme ça. Ça peut être gênant quand même dans le quotidien. Là aussi, est-ce qu'il y a des petits conseils, je ne vais pas forcément de donner le nom ce soir, mais en tout cas, est-ce qu'il y a des petites crèmes ou des petites choses comme ça, si on est inconfortable localement? Est-ce que vous avez des produits spécifiques pour ça? Alors en fait, on évite de mettre des crèmes qui pourraient limiter la bonne adhérence de la poche sur la peau, ou s'il y a du parfum ou certains composés, ça peut même irriter la peau parce que on met quelque chose qui est totalement occlusif. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est plutôt de revérifier encore une fois comment on a fait la découpe, est-ce que le ventre a changé. Comme je disais tout à l'heure, il y a des moments où ça se passe bien et d'autres moments où le corps change et donc du coup il faut changer de matériel. Après, quand c'est très ponctuel, souvent c'est on avait collé la poche un peu trop collée à la stomie parce qu'on n'a pas bien visé comme d'habitude. Si ça reste transitoire, à ce moment-là, on garde comme ça, et si ça perdure, il faut contacter quelqu'un la stomathérapeute pour essayer de changer d'appareillage. Si il existe en fait dans les pâtes des pâtes à base d'alcool et des pâtes sans alcool, donc à ce moment-là, switcher sur une pâte sans alcool, ça peut déjà aider à améliorer le confort parce que ça brûle pas au moment de l'application. Ok, et du coup, ma question, elle portait aussi sur finalement par rapport à ces espèces de petites fuites au niveau anal qui peuvent donc liées au mucus et tout ça. Si ça, c'est un peu irritant, là par contre, on peut mettre, vous avez des petites crèmes. À ce moment-là, il faut alors déjà pas trop nettoyer la peau au niveau de l'anus, faire une douche voire 2 fois par jour si vraiment la quantité est trop importante, parce que si on savonne trop souvent, ça va abîmer la peau, et plutôt utiliser des crèmes type Patalo ou des crèmes protectrices. Du coup, en parapharmacie, il en existe plein qui vont à la fois nourrir la peau et permettre de faire barrière entre l'écoulement et la peau, limiter en fait l'agression liée à la macération. Il existe aussi des crèmes qui vont créer un film transparent mais protecteur et qui vont limiter encore une fois l'impact de la macération au niveau de la peau périanale. Et quand vraiment il y a des ulcérations trop importantes, on peut être amené à utiliser des pansements absorbants qui vont être changés régulièrement, qui vont être placés au niveau du pli interfessier pour pouvoir absorber dès qu'il y a des écoulements. Docteur Benaïm, vous vouliez compléter? Non, c'est très clair, je pense. C'est certain qu'il est possible également de diminuer ces écoulements éventuellement, mais ça, c'est à voir avec le chirurgien. C'est-à-dire que vérifier que l'ancienne suture soit pas trop sténosée ou qu'il n'y ait pas... Essayer de trouver la cause d'un écoulement trop abondant. Et éventuellement, il est possible, s'il reste beaucoup de rectum,
de faire des petits lavements de temps en temps pour, une fois de temps en temps, vider ce rectum s'il ne se vide pas bien tout seul. Ça peut être envisageable. Merci. Alors, on a une question, je pense que c'est pour vous, Élodie, de Christine qui nous demande si les ceintures de stomie sont utiles pour tenir vraiment la poche ou c'est un outil plus pour rassurer. Alors, ça va dépendre des types de ceintures. Il y a des ceintures qui sont légèrement gainantes, qui sont vendues. Alors, c'est pas de la ceinture abdominale qu'on prescrit pour vraiment avoir une compression abdominale, mais elles ont un effet un peu gainant qui vont faire qu'il y a un maintien supplémentaire. Par contre, mais en réalité, la plupart des ceintures, c'est pour limiter en fait la mobilité de la poche sur le ventre. Donc, du coup, quand on fait du sport ou autre, la poche reste bien plaquée. Donc, il n'y a pas un effet réel de maintien, mais déjà, ça limite les tractions sur la poche et ça permet de limiter le bruit et de limiter même les frictions contre la peau. Ce n'est pas un renfort de maintien. Alors moi, j'avais une question qui vient d'échanges il y a quelques temps sur mon réseau cancer colorectal, puisqu'on a différents groupes d'échanges, notamment autour de la stomie. Et on a des personnes qui vivent avec des stomies et qui ont aussi des traitements. Et pour certaines personnes qui ont des traitements continus parce que leur maladie est métastatique ou en tout cas qui ont besoin de traitement. Et du coup, dans le cadre de leur prise en charge, il faut de temps en temps faire une coloscopie. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'infos bien foutues pour expliquer comment on se prépare à la coloscopie quand on a une stomie. Puisqu'en fait, c'est un examen dont on parle beaucoup dans le cadre du dépistage. C'est Mars Bleu, on va le redire. C'est l'occasion de dire que c'est important de faire ce dépistage, de faire le test, qu'aujourd'hui, on peut le trouver en ligne chez son pharmacien d'officine et bien entendu auprès de son médecin. Et que dans certaines situations, on va être amené à passer cet examen. Donc là, on va se préparer avec différents médicaments pour se purger, arriver avec un intestin tout beau, tout propre pour la coloscopie. Et donc, quand on a une stomie, finalement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas vraiment bien les infos. Est-ce qu'il faut une poche spéciale? Est-ce qu'il y a des recommandations particulières? Comment ça se passe? Est-ce qu'on passe par où on passe, en fait? Est-ce que vous passez par la stomie, par ailleurs? Enfin bon, bref, on s'est rendu compte qu'on avait plein de questions et pas beaucoup de réponses. Donc, c'est l'occasion de vous les poser. Vous voulez répondre, Dr Benaïm? Alors pour la partie technique des poches, je vous laisse répondre. Pour le reste, on peut passer par où on veut. En fait, ça dépend de l'anatomie du patient. C'est toujours la même chose. Hein. On n'a pas de. Si c'est une colostomie terminale parce qu'il n'y a plus d'intestin d'aval, eh bien le coloscope peut tout à fait passer par la stomie. Ça ne pose aucun souci. La préparation nécessite effectivement un matériel spécifique pour que ce soit confortable. Et nous, on adresse toujours nos patients chez notre infirmière stomathérapeute pour la préparation, voire même on propose une hospitalisation la veille pour réaliser la préparation à l'hôpital chez des patients un peu plus âgés ou qui ne souhaitent pas le faire chez eux parce qu'effectivement, ça peut être un peu compliqué. Donc, il est fréquent qu'on hospitalise les patients la veille pour que ce ne soit pas trop complexe et trop insupportable. Mais parfois, il existe aussi un segment d'aval et on peut faire une coloscopie et par le moignon rectal, donc par l'anus, et par la colostomie, si elle est terminale. On peut la faire un peu comme on veut, en fait. Tout est possible selon l'anatomie. Et du coup, concernant le matériel, il existe des poches grand volume avec des embouts qu'on appelle des poches haut débit qui peuvent être connectées à des sacs collecteurs, ce qui permet aux patients de ne pas forcément avoir vidé trop régulièrement la poche pendant la préparation, parce que du coup, il va y avoir des selles en grande quantité. C'est bien en fait quand on peut adresser les patients pour qu'on puisse leur donner du matériel. Après, quand c'est fait en hospitalisation, souvent c'est du matériel qui est déjà disponible, pas forcément les collecteurs, mais en tout cas les poches haut débit, c'est du matériel qu'on trouve assez facilement. Donc voilà, soit on peut les donner, soit on peut les prescrire, mais en fait on va avoir une grosse quantité de matériel pour un examen très ponctuel. Donc voilà, on peut envoyer du matériel s'il faut, par exemple, mais il existe des poches haut débit. Et à ce moment-là, on peut temporairement aussi utiliser un joint, soit sous forme d'anneau, soit sous forme de pâte, pour être sûr de bien protéger la peau, puisqu'il va y avoir des diarrhées induites par la préparation.
Eh bien, merci à toutes les deux parce que cette webconférence a été vraiment particulièrement pratique et je pense utile. On verra, nos auditeurs reçoivent toujours un questionnaire juste après la webconférence, donc n'hésitez pas à le remplir. Et donc, merci beaucoup, Dr Benaïm. Merci beaucoup, Élodie. Cyril, on voulait te laisser la parole, le mot de la fin et voilà, la conclusion. Bah, la conclusion, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de la stomie. Bon, là, les gens qui sont ici, a priori, sont des gens qui en ont déjà. Il ne faut pas avoir peur de la stomie. S'il y a le moindre souci, quel qu'il soit, d'ordre psychologique, d'ordre matériel, d'ordre de la stomie en elle-même, il y a toujours des gens pour vous écouter et pour vous donner des conseils. Alors, évidemment, vos équipes soignantes, il ne faut vraiment pas hésiter à en parler. Et puis, il y a évidemment les réseaux sociaux. Et parmi ces conseils, c'est le lancement de notre série Demain à la Villette, où on va vous dire comment certains vont témoigner sur leur retour au travail avec une stomie, sur leur voyage avec une stomie, sur leur rapport de l'aidant avec c'était son conjoint, son mari, qui avait une stomie, avec des petites anecdotes marrantes, etc., etc. Donc, je vous donne rendez-vous demain, en présentiel. Moi, je serai sur place. Très bien. Merci beaucoup. C'était vraiment une super soirée. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.